Sur le gâteau, écrit en glaçage rose vif, la phrase trônait « 30 ans et toujours seule ». Ma tante Martine l'a déposée sur la table basse de mon salon avec un sourire triomphant, comme si elle venait de m'offrir le plus beau des cadeaux. Un silence gêné a d'abord envahi mon nouvel appartement à Lyon, ce lieu que j'avais acheté à la sueur de mon front et où je célébrais mon anniversaire. Puis, un petit rire a éclaté, suivi d'un autre, jusqu'à ce que toute ma famille, mes parents inclus, soit secouée d'une hilarité cruelle. Je suis restée figée, le souffle coupé, tandis que les rires résonnaient contre les murs de mon propre sanctuaire. Chaque éclat de voix était un poignard qui me rappelait que ma réussite professionnelle, mon indépendance, tout ce dont j'étais si fière, ne valait rien face à leur verdict. Pour eux, je n'étais qu'une anomalie, une femme de 30 ans qui avait échoué à la seule mission qui comptait vraiment. La fête que j'avais organisée pour célébrer ma vie est devenue mon procès public. Le son de leur rire a semblé s'étirer, se déformer, devenant une cacophonie assourdissante dans ma tête. Ce n'était pas la phrase sur le gâteau qui me blessait le plus, mais la validation collective de cette cruauté. C'était le visage de ma mère, essayant de cacher un sourire derrière sa main. C'était mon père, donnant une tape dans le dos de mon oncle Jean-Pierre comme pour partager une bonne blague. J'étais seule, non pas parce que je n'avais pas de partenaire, mais parce que j'étais entourée de gens qui préféraient rire de ma prétendue solitude plutôt que de célébrer ma force. Mon appartement, symbole de mon autonomie durement gagnée, s'est transformé en une cage de verre où j'étais l'attraction principale. Si vous avez déjà ressenti cette solitude profonde au milieu des vôtres, ce sentiment d'être un étranger parmi ceux qui devraient vous protéger, alors vous savez exactement de quoi je parle. Continuez d'écouter, car cette histoire est aussi un peu la vôtre, celle d'une loyauté trahie et d'une dignité à reconquérir. Je n'ai pas quitté ma tante Martine des yeux. Elle se délectait de mon humiliation, son visage rayonnant d'une fausse bienveillance. Pour les autres invités, elle n'était qu'une tante un peu intrusive, avec un humour maladroit. Mais je savais ce qui se cachait derrière ce masque. Je connaissais la jalousie qui la rongeait, l'amertume de sa propre vie qu'elle projetait sur moi. J'avais organisé cette soirée avec soin, choisi chaque détail pour partager un moment de bonheur, pour leur montrer que ma vie était pleine et riche, même sans mari ni enfant. Je voulais leur prouver que j'étais heureuse, pensant naïvement que mon propre foyer imposerait une forme de respect. Quelle idiote j'avais été. Elle avait attendu le moment parfait, devant tout le monde, pour transformer ma fierté en honte, pour me rappeler que dans son monde, une femme n'est définie que par son statut marital. Son geste n'était pas une blague, c'était une déclaration de guerre, une punition pour avoir osé être différente. Alors que les rires commençaient à s'éteindre, remplacés par des chuchotements et des regards en coin, quelque chose a basculé en moi. La douleur cuisante s'est lentement muée en une froide et implacable lucidité. Mon cœur, qui battait la chamade, a retrouvé un rythme calme, presque chirurgical. J'ai regardé le gâteau, cette preuve de sa méchanceté, puis j'ai relevé les yeux vers elle. Son sourire vacillait légèrement, comme si elle sentait que ma réaction n'était pas celle qu'elle attendait. Elle s'attendait à des larmes, à un esclandre, à ce que je m'effondre. Elle ne s'attendait pas au silence. Elle ne s'attendait pas au calme qui venait de s'emparer de moi. Elle pensait que son secret, celui que je gardais précieusement depuis 5 longues années, était en sécurité avec moi, enseveli sous ma loyauté de nièce. Elle avait tort. Pendant tout ce temps, j'avais porté son fardeau pour préserver les apparences de notre famille. Ce soir-là, j'ai décidé de le lui rendre. Ce silence glacial n'était pas né de la colère du moment, mais d'un poids que je portais depuis 5 longues années. Je me revois encore, à 25 ans, rentrant plus tôt d'un week-end et trouvant ma tante Martine en larmes dans notre cuisine familiale. Elle tenait un téléphone à la main, le visage dévasté, et entre 2 sanglots, elle m'a tout avoué. Mon oncle Jean-Pierre, son mari depuis plus de 20 ans, menait une double vie. Il avait une autre femme, une autre famille, à Villeurbanne, à quelques kilomètres de chez eux. Elle m'a supplié, s'accrochant à mon bras avec une force que je ne lui connaissais pas, de ne rien dire. « Tu vas détruire la famille, Chloé. Je t'en supplie. Garde ça pour toi. » avait-elle murmuré, ses mots se perdant dans ses pleurs. J'ai accepté,
par pitié, par loyauté, pensant naïvement protéger l'équilibre fragile de notre clan. J'ai scellé ces mensonges avec mon silence, devenant la gardienne d'une vérité qui n'était pas la mienne. Mon sacrifice n'a pas été que moral. 2 ans après cette confession, elle m'a appelé, prétextant des difficultés financières passagères, des factures imprévues qui la mettaient dans une situation délicate. J'étais alors jeune avocate. Je commençais à peine à bien gagner ma vie, mais je n'ai pas hésité une seconde. Je lui ai fait un virement de 5 000 €, sans poser de questions, sans en parler à qui que ce soit, et surtout sans jamais imaginer les réclamer. Pour moi, c'était un geste naturel, une aide évidente à un membre de ma famille dans le besoin. Aujourd'hui, je comprends que cet argent ne servait probablement qu'à combler les brèches financières laissées par les dépenses de mon oncle pour son autre foyer. Ma compassion avait un prix, et je l'avais payé sans même m'en rendre compte. Elle avait pris mon argent et mon silence, me laissant porter seule le fardeau de sa vie brisée. Ma cousine Sophie, la fille de l'autre sœur de ma mère, avait toujours senti que quelque chose n'allait pas. Elle est la seule à avoir eu un aperçu de ce fardeau. Quelques mois après la grande confession, elle était passée à l'improviste chez moi pour me rendre un livre. Elle m'avait trouvée assise sur mon canapé, le téléphone collé à l'oreille, en train de murmurer des paroles apaisantes. À l'autre bout du fil, c'était Martine, de nouveau en pleine crise de panique, me faisant jurer de ne jamais rien révéler. Sophie avait entendu ma tante répéter en boucle « Ne dis rien, je t'en supplie, Chloé, ne dis rien ». Elle n'a jamais posé de questions, mais son regard ce jour-là m'avait fait comprendre qu'elle savait que je protégeais Martine d'un secret terrible. Elle avait vu la détresse dans mes yeux, la tension d'une jeune femme obligée de jouer un rôle qui la dépassait, et elle ne l'avait jamais oublié. Au fil des années, ce secret est devenu une arme qu'elle a retournée contre moi. Chaque pique sur mon célibat, chaque commentaire désobligeant sur mes choix de vie, chaque comparaison avec des cousines mariées et mères de famille, tout était teinté de cette supériorité malsaine. Elle savait que je ne pouvais pas riposter sans faire imploser la famille. Mon silence était sa garantie, sa police d'assurance. Elle pouvait m'attaquer en toute impunité, car j'étais la seule à connaître la fragilité de son piédestal. Elle se nourrissait de mon indépendance, pour mieux masquer sa propre dépendance à un mensonge. Mon succès professionnel la renvoyait à son échec personnel, alors elle le dénigrait, le réduisait à une solitude pathétique. Elle me punissait d'être la femme libre qu'elle n'avait jamais osé être, tout en s'appuyant sur ma force pour survivre. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans la panique de sa confession, 5 ans plus tôt, elle ne s'était pas contentée de m'appeler. Elle m'avait inondée de messages. Des dizaines de SMS envoyés en pleine nuit, des suppliques écrites sous le coup de la panique. « S'il te plaît, Chloé, ne dis rien à personne, tu vas briser notre famille. Je compte sur toi, tu es la seule à savoir. Jure-moi de garder ça pour toi. » Je ne les avais jamais effacés. Non pas par calcul, mais parce qu'ils étaient la cicatrice numérique d'une nuit qui m'avait changée à jamais. Je les avais archivés dans un dossier de mon téléphone, comme on conserve de vieilles lettres douloureuses. Ces messages, témoignages de sa détresse et de ma loyauté, dormaient là depuis des années. Elle avait oublié leur existence, mais moi, je savais exactement où ils se trouvaient. Le lendemain matin, le silence de mon appartement était assourdissant, rompu seulement par le bruit de mes pas sur le parquet. Les restes de la fête étaient étalés partout, témoins silencieux de l'humiliation de la veille. Sur la table basse, le gâteau trônait encore, son inscription rose vif semblant me narguer dans la lumière pâle du matin. Je l'ai regardé longuement, cette preuve tangible de la cruauté de ma tante, avant de le jeter tout entier dans la poubelle avec une sorte de satisfaction amère. J'ai commencé à nettoyer, à ranger, à effacer les traces de leur passage, comme si en purgeant mon espace physique, je pouvais aussi purger la blessure de mon âme. Chaque verre que je lavais, chaque assiette que je rangeais, était un petit acte de reprise de contrôle. Mon sanctuaire avait été souillé, et il fallait que je le purifie, que je le réclame comme mien, avant de pouvoir décider de la suite des événements. C'est alors que mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Le nom Tante Martine s'est affiché sur l'écran.
et mon estomac s'est noué. J'ai hésité, la main suspendue au-dessus de l'appareil. Une partie de moi voulait l'ignorer, le laisser sonner jusqu'à ce qu'il se taise et ne plus jamais lui adresser la parole. Mais une autre partie, celle qui avait été façonnée par des années de loyauté silencieuse, a pris le dessus. J'ai décroché, m'attendant à tout. Des excuses maladroites, des justifications bancales, ou même une nouvelle salve de reproches déguisée en conseils. Je me suis préparée mentalement à une conversation difficile, prête à encaisser une fois de plus, par habitude, par devoir familial. J'ai porté le téléphone à mon oreille, mon souffle court, et j'ai attendu, retenant une respiration que je ne savais même pas que je tenais. Son silence à l'autre bout du fil n'a duré qu'une seconde, mais il m'a semblé une éternité. Sa voix était mielleuse, faussement préoccupée, ignorant complètement l'incident de la veille. Pas un mot sur le gâteau, pas une allusion au rire. Elle a commencé par me parler de petits tracas, de factures imprévues, d'un problème de chaudière qui tombait au pire moment. C'était un monologue bien rodé, conçu pour susciter la pitié, pour me placer dans la position de la nièce solvable et bienveillante. Puis la demande est tombée, abrupte et sans la moindre honte. Elle avait besoin de 3 000 €, juste pour quelques mois, le temps de se retourner, disait-elle. J'ai cru mal entendre. Moins de 24 heures après m'avoir publiquement humiliée, elle osait me demander de l'argent, comme si de rien n'était. Elle ne me voyait pas comme sa nièce, ni même comme un être humain avec des sentiments. J'étais une ressource, un portefeuille qu'on pouvait solliciter après l'avoir piétiné. Ce fut l'électrochoc. La douleur cuisante de la veille s'est transformée en une clarté froide et tranchante. Ce n'était plus une question de fierté blessée, mais de survie. J'ai compris à cet instant que son comportement n'était pas un dérapage, mais un système. Elle m'avait testé la veille, avait vu que je pouvais encaisser une humiliation publique sans m'effondrer, et en avait conclu que j'étais suffisamment docile pour être exploitée davantage. Les 5 000 € que je lui avais prêtés 2 ans plus tôt n'étaient pas une aide ponctuelle. C'était le début d'un précédent. Mon silence sur le secret de son mari n'était pas une preuve de ma loyauté. C'était une laisse qu'elle tenait fermement. Elle ne me respectait pas. Elle me gérait. Et tant que je continuerais à jouer mon rôle, elle ne s'arrêterait jamais. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de 5 années de silence se fissurer à l'intérieur de moi. Ma voix, quand j'ai enfin parlé, était calme, dénuée de toute émotion. Non, ai-je dit simplement. Un silence a suivi, un silence choqué de sa part. Elle a bafouillé, essayant de reformuler sa demande, mais je l'ai interrompue. Non, tante Martine, je ne te prêterai pas d'argent, et je pense qu'il est grand temps que nous ayons une vraie conversation. Toi, moi et oncle Jean-Pierre, j'ai des choses à vous rendre. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, le cœur battant non plus de peur ou de douleur, mais d'une résolution implacable. La nièce loyale et silencieuse était morte la veille, au milieu des rires. L'avocate venait de prendre le relais. Après avoir raccroché, je suis restée immobile au milieu de mon salon, le téléphone encore chaud dans ma main. Le silence n'était plus oppressant, il était devenu stratégique. Mon appartement, qui avait été la scène de mon humiliation, se transformait maintenant en mon quartier général. La douleur avait cédé la place à une concentration glaciale, celle que je connaissais bien, celle qui précédait un procès difficile. J'ai compris que sa demande d'argent n'était pas une simple maladresse, mais un symptôme. Elle me considérait comme une ressource inépuisable, une nièce docile dont la loyauté était un acquis. Elle avait confondu ma gentillesse avec de la faiblesse. Pendant 5 ans, j'avais été la gardienne de son secret, la complice silencieuse de son mensonge. J'avais payé ce rôle avec ma tranquillité d'esprit et 5 000 €. Aujourd'hui, elle voulait m'en prendre 3 000 de plus. Le préjudice n'était plus seulement moral, il devenait financier et systémique. Il était temps de clôturer ce dossier. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était ma cousine Sophie. Sa voix était douce, inquiète. Elle avait entendu parler du gâteau par sa mère et voulait savoir si j'allais bien.
C'était la première personne à me poser cette question. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas plainte. Je lui ai simplement raconté l'appel de Martine, sa demande de 3 000 €. Un long silence a suivi à l'autre bout du fil, puis Sophie a soupiré. Je me souviens, il y a quelques années, je t'avais entendu au téléphone avec elle. Tu semblais la consoler, et elle n'arrêtait pas de te supplier de ne rien dire. Je savais que tu portais quelque chose de lourd pour elle. Chloé, ce n'est plus de l'humour, c'est de l'abus. Tu ne peux pas la laisser continuer à te traiter comme ça. Ces mots n'étaient pas de la pitié, mais une validation. Elle m'offrait la permission d'arrêter d'être la gardienne d'un temple en ruine. Cette conversation a été l'étincelle. Après avoir raccroché avec Sophie, je me suis assise sur mon canapé et j'ai ouvert les archives de mon téléphone. J'ai fait défiler des années de messages, jusqu'à retrouver cette nuit terrible, il y a 5 ans. Ils étaient là. Des dizaines de SMS envoyés dans la panique par Martine. « Chloé, je t'en supplie, ne dis rien à personne, tu vas détruire notre famille. Jure-moi que tu garderas ça pour toi. Je compte sur toi, tu es la seule à savoir. » J'ai fait des captures d'écran de chaque message, les enregistrant dans un dossier sécurisé. La preuve était là, irréfutable. Mon plan a alors pris forme, clair et précis comme un argumentaire juridique. Je n'allais pas crier, ni l'insulter. J'allais utiliser la vérité, non pas comme une arme de destruction massive, mais comme un scalpel, pour exciser le mal à sa racine, publiquement et sans anesthésie. Le lendemain, mes parents m'ont appelé, mal à l'aise. Ils se sentaient coupables, non pas d'avoir ri, mais d'avoir laissé la situation dégénérer. Ils m'ont proposé d'organiser un dîner de réconciliation chez eux, pour aplanir les choses. C'était l'occasion parfaite. J'ai accepté, mais à une seule condition, que le dîner ait lieu chez moi, dimanche soir. Je voulais que la boucle soit bouclée dans le lieu même de l'offense. Je voulais qu'ils reviennent sur la scène du crime. Ils ont accepté, soulagés par ma coopération apparente. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer, non pas en cuisinant, mais en répétant mentalement ma plaidoirie. Je choisissais chaque mot, chaque intonation, chaque silence. Je n'étais plus la nièce blessée. J'étais une avocate préparant le cas le plus important de sa vie, la défense de sa propre dignité. Le dimanche soir est arrivé. Mon appartement était impeccable. L'atmosphère était calme, presque solennelle. J'avais mis la table pour tout le monde, y compris pour mon oncle Jean-Pierre et ma tante Martine. Je n'avais aucune appréhension, aucune peur, juste une détermination froide et tranquille. Sur mon téléphone, dans la galerie de photos, les captures d'écran des messages de Martine étaient prêtes, juste au cas où ma parole ne suffirait pas. Je n'avais pas l'intention de les montrer, sauf en dernier recours. Le simple fait de savoir qu'elles existaient me donnait une force inébranlable. Alors que je réglais l'intensité des lumières du salon, la sonnette a retenti. Ils étaient là. Le rideau allait se lever sur le dernier acte de leur comédie familiale. Mais cette fois, c'était moi qui avais écrit le scénario. Ils sont arrivés un par un, mes parents d'abord, le visage tendu d'une culpabilité mal dissimulée, suivi de ma cousine Sophie, qui m'a adressé un regard de soutien discret. Enfin, mon oncle Jean-Pierre et ma tante Martine sont entrés, cette dernière arborant un air de fausse magnanimité, comme si elle venait en mission de paix. L'air de mon salon, autrefois profané par leur rire, était maintenant chargé d'une attente électrique. Je les ai servis avec un calme qui semblait les déconcerter, remplissant les verres, passant les plats, chaque geste mesuré et délibéré. La conversation était forcée, tournant autour de banalités sans importance. Un ballet de non-dits où chacun évitait soigneusement le sujet qui nous avait réunis. Martine, particulièrement, semblait savourer ce moment, persuadée que ce dîner était la preuve de mon pardon, de ma soumission à l'ordre familial qu'elle dictait. Elle pensait que j'avais déjà oublié, que j'avais ravalé ma honte comme tant de fois auparavant. J'ai attendu que les assiettes du plat principal soient dans le vide, que le silence s'installe, lourd et inconfortable. Puis, je me suis levée, pas brusquement, mais avec une lenteur calculée,
qui a immédiatement capté leur attention. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'ai pas élevé la voix. Au contraire, je l'ai gardée basse, presque conversationnelle, ce qui la rendait d'autant plus percutante. « Je suis heureuse que vous soyez tous là ce soir », ai-je commencé, balayant la pièce du regard avant de le poser sur ma tante. « Je voulais te remercier, tante Martine, pour le gâteau de la semaine dernière. C'était une attention très personnelle. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que signifie être seule ou accompagnée dans la vie. » Son sourire s'est élargi, satisfaite de ce qu'elle prenait pour une capitulation. Elle s'est redressée sur sa chaise, prête à recevoir mes excuses. L'ironie de la situation était si palpable que j'ai dû retenir un sourire glacial. « Puisque nous parlons de relations, » ai-je poursuivi, ma voix tranchante comme une lame dans le silence. Cela me fait réfléchir. Qu'est-ce qui est mieux? Être seule à 30 ans par choix, ou mariée depuis 25 ans à un homme qui entretient une autre famille à Villeurbanne? La phrase est restée suspendue dans l'air, suivie d'un silence de mort. Le sourire suffisant de ma tante s'est figé, et un hoquet étranglé s'est échappé de sa gorge. À côté d'elle, mon oncle Jean-Pierre a laissé tomber sa coupe de champagne, le cristal se brisant sur le parquet dans un bruit sec et violent qui a fait sursauter tout le monde. Ma mère a porté une main à sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle avait laissé faire. Seule Sophie a hoché lentement la tête, un éclair de compréhension traversant son visage. Elle savait, ou du moins, elle avait deviné que je portais un secret qui n'était pas le mien. « Comment oses-tu » a finalement sifflé Martine, le visage livide, la voix tremblante de rage et de panique. « Tu es une menteuse, une vipère qui invente des horreurs pour se venger. » Je n'ai pas scié. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai posé doucement sur la table, sans même l'allumer. Je n'invente rien. Tu te souviens des dizaines de messages que tu m'as envoyés il y a 5 ans, en pleine nuit? S'il te plaît, Chloé, ne dis rien à personne. Tu vas briser notre famille. Je les ai encore, tous, archivés. Et les 5 000 € que je t'ai prêtés il y a 2 ans, sans poser de questions? Et les 3 000 que tu as osé me demander le lendemain de mon anniversaire? C'était pour payer les dettes de ton mari? Pour financer la façade de ton mariage parfait pendant qu'il payait pour son autre vie? Chaque question était un clou que j'enfonçais dans le cercueil de leurs mensonges. Le chaos a éclaté, mais c'était un chaos sourd, fait de regards accusateurs et de respirations haletantes. Jean-Pierre était incapable de prononcer un mot, son visage décomposé par la honte. Martine me foudroyait du regard, mais sa fureur était impuissante, brisée par la vérité. Mes parents, eux, semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes, confrontés non seulement à la trahison de leur beau-frère, mais aussi à leur propre lâcheté. Je les ai laissés mariner dans leur choc pendant un instant, puis j'ai repris la parole, ma voix empreinte d'une dignité retrouvée. Je n'ai pas fait ça par vengeance. J'ai gardé votre secret pendant 5 ans. J'ai porté votre honte. En retour, vous avez ri de moi, dans ma propre maison. Ce soir, je ne vous ai pas humilié. Je vous ai simplement rendu ce qui vous appartenait, votre vérité. Maintenant, je vous demande de partir. Personne n'a protesté. Ils se sont levés en silence, l'un après l'autre, évitant mon regard. Le départ de mon oncle et de ma tante a été le plus pathétique. Lui, le visage gris, semblait avoir perdu 20 ans de prestance en une seule phrase. Elle, me lançant un dernier regard rempli d'une haine impuissante, a suivi son mari sans un mot. Mes parents sont partis les derniers, ma mère murmurant un « Chloé, je suis désolée », si faible que le vent aurait pu l'emporter. Je n'ai pas répondu. Je les ai regardés descendre l'escalier, puis j'ai fermé la porte. Le silence qui a suivi n'était pas un vide, c'était un espace. L'espace que je venais de reconquérir. Sur le parquet, les éclats de la coupe de champagne brisée brillaient sous la lumière, unique vestige d'un monde qui venait de s'effondrer. Je les ai balayés avec soin, chaque petit morceau de verre rejoignant les restes de leurs mensonges dans la poubelle. Mon appartement respirait enfin. C'est Sophie qui m'a tenue au courant des répercussions.
me protégeant des appels embarrassés du reste de la famille. Ma révélation n'avait pas été une simple accusation, elle avait été le détonateur d'une bombe à retardement. Face à la pression de mes grands-parents et de mes autres tantes, mon oncle Jean-Pierre a fini par tout avouer. La vérité était encore plus sordide que ce que j'imaginais. Il n'avait pas seulement une autre femme à Villeurbanne, il avait 2 autres enfants, un garçon de 16 ans et une fille de 12. Il menait cette double vie depuis près de 20 ans, jonglant avec les emplois du temps, les anniversaires et les vacances scolaires. La famille, qui s'était gaussée de ma prétendue solitude, découvrait avec horreur qu'elle était construite sur le plus solitaire des arrangements. Un mariage qui n'était qu'une mise en scène, un décor vide pour préserver les apparences et le statut social. Quant à ma tante Martine, son monde s'est écroulé avec la façade qu'elle avait si désespérément tenté de maintenir. L'humiliation publique a été totale. Elle qui tirait sa valeur et son autorité de son statut d'épouse respectable est devenue la femme trompée que tout le monde plaignait en secret. Incapable de supporter ce nouveau rôle, elle a demandé le divorce dans le mois qui a suivi. Elle a perdu la grande maison, le train de vie confortable et, plus important encore, le piédestal depuis lequel elle jugeait les autres. Sophie m'a dit qu'elle avait tenté de se rapprocher de ses sœurs pour obtenir du soutien, mais le mal était fait. Elles avaient toutes vu la cruauté dont elle était capable. Cette même cruauté qu'elle retournait maintenant contre un mari qui n'était plus là pour la subir. Elle n'a jamais remboursé les 5 000 € et je ne les lui ai jamais réclamés. Sa dette envers moi était devenue bien plus grande. Mon oncle, de son côté, a été mis au ban. La famille, si prompte à rire de mes 30 ans, s'est fracturée face à sa trahison. Il a dû faire face aux conséquences financières et légales de sa double vie, un cauchemar logistique et économique qui a englouti ses économies. Mes parents, eux, ont tenté de recoller les morceaux avec moi. Ils m'ont appelé, m'ont envoyé des messages, m'ont proposé des dîners pour discuter. J'ai poliment décliné à chaque fois. Leur rire ce soir-là n'était pas une erreur. C'était un choix. Ils avaient choisi le camp de la moquerie plutôt que celui de la protection. Leur pardon ne pouvait pas effacer cette blessure. J'ai compris que l'amour familial n'était pas inconditionnel et que parfois, pour se protéger, il fallait savoir ériger des frontières, même avec ceux qui nous ont donné la vie. Leur monde pouvait continuer sans moi, et le mien serait bien plus serein sans eux. Les semaines qui ont suivi ont été une forme de convalescence. J'ai bloqué le numéro de ma tante et de plusieurs autres membres de la famille. Ce n'était pas un acte de colère, mais d'hygiène mentale. J'ai purgé ma vie de leur toxicité, comme j'avais purgé mon appartement de leur présence. Mon foyer est redevenu mon sanctuaire, un lieu où ma réussite et mes choix n'avaient pas besoin d'être validés par qui que ce soit. J'ai organisé un autre dîner, quelques mois plus tard, avec Sophie et une poignée d'amis véritables. Il n'y avait pas de gâteau à inscription, juste des rires sincères et une chaleur authentique. En les regardant, j'ai compris que la solitude n'était pas l'absence de partenaire, mais l'absence de respect. J'avais choisi de m'entourer de gens qui célébraient ma force, pas de ceux qui se moquaient de mes prétendues faiblesses. Le silence dans mon appartement n'était plus vide. Il était plein de promesses. 6 mois ont passé depuis ce dîner. Je suis sur mon balcon, un verre de vin à la main, et je contemple les lumières de Lyon qui scintillent en contrebas. L'air du soir est frais, propre. Il n'y a plus ce poids sur ma poitrine, cette anxiété sourde qui m'accompagnait depuis 5 ans. Le silence n'est plus une absence, c'est une présence apaisante. Une toile de fond sur laquelle je peux enfin entendre mes propres pensées. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'ils sont devenus en détail, car leur histoire n'est plus la mienne. En brisant le secret, je n'ai pas seulement brisé leur mariage factice, j'ai brisé les chaînes invisibles qui me liaient à leur malheur. J'ai compris que la véritable solitude n'est pas de vivre sans partenaire, mais de vivre sans air, étouffé par des obligations toxiques et des loyautés à sens unique. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je respire librement, et cet air n'a pas de prix. J'ai appris une leçon fondamentale sur la famille durant ces derniers mois. J'ai appris que les liens du sang ne donnent pas le droit de verser le vôtre. L'amour ne peut pas être un prétexte à la cruauté, et la loyauté ne doit jamais devenir une forme de servitude.
J'ai passé des années à protéger une harmonie qui n'existait pas, à porter le fardeau d'une autre pour maintenir une façade qui profitait à tout le monde, sauf à moi. Couper les ponts avec une partie de ma famille a été l'acte le plus douloureux et le plus libérateur de ma vie. Ce n'était pas un choix fait par colère, mais par instinct de survie. On nous apprend que la famille est un refuge, mais parfois, c'est une cage dorée dont il faut trouver le courage de s'échapper. J'ai choisi de construire mon propre refuge, basé non pas sur le sang, mais sur le respect mutuel et la bienveillance. Cet appartement, qui a été le théâtre de mon humiliation, est devenu le symbole de ma résilience. Chaque matin, en ouvrant les rideaux, je ne vois plus les fantômes de leur rire, mais la promesse d'une journée qui m'appartient entièrement. Je l'ai redécorée, j'ai changé la disposition des meubles, comme pour effacer physiquement l'empreinte de leur passage. Les murs, qui avaient absorbé leur mépris, résonnent maintenant de la musique que j'aime et des conversations avec de vrais amis. Ce n'est plus seulement un bien immobilier que j'ai acheté à la sueur de mon front. C'est la preuve tangible de ma capacité à transformer une blessure en force. C'est mon territoire, mon sanctuaire, un lieu où les seules règles qui s'appliquent sont les miennes. Chaque recoin me rappelle que j'ai eu le courage de nettoyer ma vie comme j'ai nettoyé mon salon ce soir-là. Je ne suis pas seule. Loin de là. J'ai redécouvert la valeur de l'amitié, cette famille que l'on choisit. Sophie est devenue une sœur pour moi. Notre lien s'est renforcé dans l'épreuve. Mes amis, ceux qui étaient là avant et qui sont restés après, m'ont entourée d'une affection sincère, sans jugement ni attente. Nous ne célébrons pas les anniversaires avec des gâteaux empoisonnés, mais avec des éclats de rire qui guérissent. J'ai compris que la qualité des relations prime sur la quantité. Avoir une poignée de personnes qui vous soutiennent inconditionnellement vaut mieux qu'une grande famille qui vous juge à la moindre occasion. Ma vie est plus petite en nombre de personnes, mais elle est infiniment plus riche en substance. Je découvre une nouvelle forme de bonheur, plus calme, plus authentique, un bonheur qui ne dépend du regard de personne. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, mais une histoire de reconquête. Il ne s'agissait pas de détruire ma tante, mais de refuser qu'elle continue à me détruire. J'ai utilisé la vérité non comme une arme, mais comme un bouclier pour protéger ma dignité. Le prix à payer a été élevé, mais le prix du silence l'était encore plus. J'ai choisi de vivre debout dans les ruines de leurs mensonges, plutôt qu'à genoux dans le confort de leur illusion. J'ai 30 ans, et je ne suis pas seule. Je suis enfin libre. Mais en y repensant, je me pose encore la question, et j'aimerais avoir votre avis. Ai-je été trop loin en exposant un secret de famille pour me défendre ? Ou la cruauté justifie-t-elle la cruauté ?